marin le plus courageux. Le silure, quand il fait son nid, rien ne va le chasser de son nid. Un cygne qui passe, il va taper le cygne. Un bateau qui passe, il va taper le bateau. C'est un animal très courageux pour défendre ses petits. Le hareng pète, ça fait un bruit et a priori, ça leur sert à communiquer entre eux. Alors, est-ce qu'il y a des odeurs? C'est une bonne question. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 4e temps de nos thés scientifiques qui vous sont proposés par Noon, Salon de thé culturel à Paris, et qui sont coproduits, donc programme coproduit avec les studios Upendo. J'ai la chance de co-animer ces conversations avec Gauthier de Pambourg, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. Donc ingénieur, centralien, doctorant en histoire des sciences au laboratoire Sphère, co-auteur avec Étienne Klein d'Idées de génie, 33 textes qui ont bousculé la physique. Tu étais venu le présenter ici même, donc la vidéo est sur notre chaîne YouTube si vous voulez la revoir. Et donc tu es chroniqueur pour Science et Vie, chronique intitulée « La science dans tous ces débats ». Donc pour ce 4e temps, nous avons la joie de recevoir Bill François. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un homme aux multiples casquettes, scientifique d'abord, docteur en mécanique des fluides. Votre thèse portait sur la mécanique des fluides appliquée à la nage des bancs de poissons. Vous êtes donc passionné par le monde marin, on y reviendra. Vous êtes un orateur accompli, vous avez participé à plusieurs concours d'éloquence avec des discours toujours très drôles. Aujourd'hui d'ailleurs, vous produisez sur scène avec votre seul en scène, C'était mieux après, pas très loin ici, dans un théâtre. Oui, juste à côté en plus. À Bastille. Et puis vous êtes aussi écrivain, militant on peut dire, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, auteur du livre autour duquel nous allons discuter ce soir, Éloquence de la sardine, incroyable histoire du monde sous-marin. Alors avant de donner la parole à Gauthier, j'aimerais savoir quel est le dénominateur commun à toutes ces activités et engagements. La passion peut-être? Oui, on va dire ça, oui, la passion, je pense. C'est vrai que c'est des activités qui paraissent assez différentes, mais si on devait trouver un mot en commun, je dirais les histoires. À la fois dans la science, Gauthier pourra confirmer, hein, il y a des histoires, il y a des débats, et souvent même quand on rédige un article scientifique, on se demande un peu quelle est l'histoire derrière, même quand c'est des choses très abstraites, pour arriver à l'expliquer et à le comprendre, on a besoin d'une histoire. Et dans l'écriture, ça va de soi, et dans tout ce qui est éloquence aussi, je dirais que c'est la narration, les histoires, et la passion pour les histoires. D'accord. Donc une fois n'est pas coutume, c'est Gauthier qui a eu la très bonne idée de vous inviter ce soir. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Pourquoi avoir pensé à Bill François, Gauthier? Alors je ne m'en cacherai pas et c'est pour ça que je tutoierai Bill François, c'est parce que c'est un ami de longue date. Donc Bill a participé en 2019 au Grand Oral de France 2 qu'il a brillamment remporté avec à la clé un contrat d'édition avec Fayard qui a donc donné lieu, tu l'as dit, à ce superbe livre Éloquence de la sardine que j'ai ici dans le format original. Là, tu as montré le format poche, qui a été donc publié la même année en 2019. Et donc, je suis ravi que tu aies accepté mon invitation pour venir parler de cet ouvrage qui est à la fois, je dirais, un voyage dans l'espace et un voyage dans le temps. Un voyage dans l'espace parce que c'est un voyage autour du monde. Tu nous fais partager tes souvenirs, n'est-ce pas, d'expédition jusqu'à l'autre bout de la planète et en même temps aussi tes périples, disons, dans les souterrains parisiens et on en reparlera. Et puis c'est un voyage dans le temps parce que tu nous parles de problèmes très concrets aujourd'hui de la préservation des océans par exemple, mais aussi tu nous racontes des histoires, comme tu l'as dit, des légendes ancestrales qui ont parcouru l'histoire des océans depuis l'aube de l'humanité. Et puis, c'est en résumé, je dirais, un plaidoyer pour l'océan. On sent vraiment que tu partages ta passion, tu veux raconter des histoires. Et donc, ce livre est une myriade aussi d'anecdotes avec l'humour que je te connais, qui est écrit aussi avec beaucoup de style. Vraiment, c'est un livre très agréable à lire. On est qu'au début de l'émission, mais je ne peux que vous recommander de le lire. C'est tout public et c'est vraiment un bonheur. Comme première question, j'aimerais te demander, je pense que tout le monde est surpris par ce titre, Éloquence de la sardine. Alors pourquoi avoir choisi ce titre? L'histoire officielle ou l'histoire officieuse? Les deux. Les deux. Non, l'histoire officielle, parce que c'est justement des histoires du monde marin, donc c'est logique que ça parle d'éloquence. Et puis dans le livre, c'est pas vraiment un personnage, mais il y a une sorte de fil conducteur autour d'une sardine. L'histoire officieuse,
Pour le mot éloquence, c'est parce que comme j'ai eu le contrat d'édition grâce à un concours d'éloquence que j'avais fait à la télé, parce que c'est super dur d'être édité, hein, ça peut être un peu le coup de gueule, l'instant politique, mais en général, les gens qui proposent leurs manuscrits, les éditeurs ont un service dédié pour pouvoir les amener plus rapidement dans les poubelles tellement ils en reçoivent. Et c'est vrai qu'il y a un vrai souci à ce niveau-là, parce que c'est devenu quelque chose de totalement infaisable. Et j'ai eu la chance donc de rencontrer des éditeurs grâce à un concours d'éloquence à la télé, où là, comme c'était à la télé, ils voulaient un peu que ce soit le prix, et puis s'appuyer sur la promo de la télé pour vendre le livre. Sauf qu'ils voulaient que je fasse un livre sur l'éloquence. Moi, je leur ai dit que je ne suis pas Bertrand Perrier. Il y a déjà plein de livres sur l'éloquence. Je n'avais aucune légitimité de faire ça. Et puis, je ne trouvais pas ça spécialement intéressant d'expliquer qu'il faut regarder les gens dans les yeux et parler fort, quand moi-même, j'ai même du mal à le faire. Mais du coup, je leur ai dit, par contre, j'ai un livre un peu dans les tuyaux depuis longtemps sur les poissons. Ils m'ont dit, ok, essaye, par contre, il faut que ça parle un peu d'éloquence, au moins dans le titre. Donc, j'ai dit, ok, ça parlera d'éloquence au moins dans le titre. Voilà, ça en parle dans le titre. Et puis alors, pourquoi la sardine, du coup? Parce qu'on s'est dit éloquence de, et puis un poisson. Et j'ai fait un sondage, simplement, avec tous les poissons. Et tout le monde a voté pour la sardine, parce qu'en fait, tout le monde aime les sardines. En Bretagne, il y a toute une industrie de la sardine. Enfin, il y avait toute une industrie de la sardine qui a vraiment marqué profondément l'histoire de la Bretagne. Dans le Nord, ils aiment plutôt les harengs, mais je n'avais pas mis le hareng dans la liste, donc la sardine, ça leur plaisait aussi. Tout le monde aime les boîtes à sardines. Et puis, tout ce qui est Méditerranée, Marseille, évidemment, la sardine. Et puis, l'Afrique du Nord aussi, le Portugal, tout ça, tout le monde aime les sardines. Du coup, la sardine a été plébiscitée. Tant mieux, sinon, ça aurait été éloquence de l'hippocampe, ça faisait moins chouette. Ou du poulpe, hein, c'était le trio de tête. Voilà. Le poulpe qui est par ailleurs un animal intelligent, mais on en reparlera peut-être. Oui, mais c'est très bien que ce ne soit pas tombé sur le poulpe, parce qu'il y a plusieurs bouquins sur le poulpe et même une série, enfin un documentaire Netflix qui sont sortis en même temps. Donc, oui, un an après, qui a gagné un Oscar d'ailleurs. Oui, c'est ça, qui est sympa d'ailleurs, il est vraiment intéressant le documentaire. Alors ce que je te propose et ce que je vous propose, c'est d'entrer dans le monde de l'océan avec des petites questions. Donc je te propose d'y répondre, mais de façon assez courte. Quel est l'animal marin le plus courageux? Qu'est-ce que tu entends par courageux? J'essaye de gagner du temps, hein. En plus je dois répondre de manière assez courte, mais là c'est pas facile. Je dirais, c'est pas un animal marin, mais là comme ça, hein, voilà. Après il y en a sûrement d'autres qui me viennent à l'esprit, je dirais le silure. Parce que le silure, c'est un gros poisson-chat qui vit dans les rivières, il y en a dans la Seine juste à côté, même dans le canal Saint-Martin, là il y a le boulevard Richard Lenoir, en dessous il y a des silures. Le silure, quand il fait son nid, rien ne va le chasser de son nid. Tu l'attrapes, tu le mets 1 kilomètre plus loin, il revient sur le nid. Tu as un cygne qui passe, il va taper le cygne, un bateau qui passe, il va taper le bateau. C'est un animal très courageux pour défendre ses petits. Il y a beaucoup de poissons très courageux pour défendre leurs petits en fait. Donc je dis le silure comme ça parce qu'il me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres. Voilà, donc je dirais ça. Voilà. Un inventaire rapide. Quel est l'animal marin maintenant le plus peureux? Le Ziphius. C'est ce qu'on appelle les baleines à bec. C'est des animaux qui sont tellement peureux et discrets qu'en fait on les connaît très peu. Il y a une quinzaine d'espèces à peu près. Enfin, on ne sait même pas combien il y en a parce qu'on ne les a même pas toutes vues. Il y en a beaucoup qu'on connaît que parce qu'on a trouvé des crânes sur les plages. C'est un peu comme une baleine, entre une baleine et un dauphin, voilà, un peu plus allongé qu'une baleine, et ça a des défenses comme un sanglier. C'est très étrange, on les connaît très peu, il y a même très peu de photos sur Internet parce qu'on les voit rarement. Elles ne soufflent pas de panache de fumée à la surface, donc c'est très dur de les voir. Et par contre, on sait que c'est celle qui plonge le plus profond de tous les mammifères marins, à plus de 5000 mètres. Et c'est très peureux, c'est très dur de les approcher. Alors, quel est maintenant ton meilleur ami des fonds sous-marins? Depuis cet hiver, je dirais que c'est le poulpe, parce que j'ai un poulpe qui a joué avec moi et c'était très touchant. Et donc, c'est pas que des conneries dans la série, dans le documentaire Netflix, hein, ça peut vraiment arriver d'avoir une interaction avec un poulpe. Et ça m'est arrivé 2 fois pendant le confinement l'hiver dernier. Une fois en plongée, une fois hors de l'eau. Et qui est vraiment venu jouer par pure curiosité. Et tu racontes donc, aussi des expériences avec les dauphins. Alors, les dauphins, évidemment, ils interagissent beaucoup avec les plongeurs et les humains aussi. Notamment parce qu'ils ne peuvent pas se gratter, en fait. Ils ont pas de mains. Et du coup, c'est très pénible pour eux et ils vont chercher des gratouilles.
C'est ce qui les intéresse le plus. J'aurais pas aimé être un dauphin. Et maintenant, quel est ton pire ennemi? L'animal marin que tu ne supportes pas? Il n'y en a pas, je les aime tous, mais en fait, il y a les gobies, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des tout petits poissons, là, qu'on trouve dans les flaques et tout. Je les aime bien en soi, mais je n'ai jamais supporté de les toucher, je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre parce que j'ai peur de très peu de bestioles, mais c'est irrationnel. C'est absolument sans danger, en plus, un goby, c'est un tout petit truc. Mais j'ai vraiment des frissons si je dois en toucher un. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être les yeux un peu globuleux. Quand j'étais petit, j'avais très peur des poissons, mais ça m'est absolument passé. Mais le goby, c'est un peu resté. Alors malgré tout, tu sembles aimer tous les poissons. Je vais peut-être poser une question un peu naïve, mais comme je disais, c'est un plaidoyer pour l'océan. On sent que, tu le décris de façon extrêmement élogieuse. Et en même temps, c'est un monde, et tu en parles, extrêmement cruel. Il y a une chaîne alimentaire impitoyable. Les poissons, aussi gentils soient-ils, doivent se nourrir et donc ils se mangent les uns les autres. C'est horrible en fait comme monde. Comment on peut trouver une telle beauté dans un monde aussi violent en fait? La violence peut aller avec la beauté. Aux lutteurs éternels, aux frères implacables. C'est un carnage permanent dans le monde marin. C'est pas du tout Bambi, hein. Mais c'est la nature dans le monde terrestre aussi. Les animaux, ils font que se bouffer les uns les autres, mais ça fait partie du cycle de la vie. C'est naturel. Il n'y a pas de loi morale comme on a chez les humains, mais quelque part, ça nous fait peut-être encore plus apprécier notre façon à nous de vivre, et puis c'est différent. Mais je pense que ça fait partie des choses et il ne faut pas faire de l'anthropomorphisme et se dire qu'il y a des gentils, des méchants, etc. C'est les lois de la nature, c'est comme la physique, les électrons, ils s'attirent, ils se repoussent, ça fait partie du cycle. Alors, peut-être, vas-y. Comme on parle de la beauté des océans, souvent, peut-être au premier abord, on est impressionné par une certaine beauté visuelle, notamment souvent par des reportages, des documentaires à la télé impressionnants visuellement. Mais ce que tu nous expliques très précisément dès le début du livre, c'est qu'on peut aussi entendre et même sentir l'océan. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, bien sûr. Mais juste pour reprendre sur ta question précédente, je me dis même, en fait, s'il n'y avait pas toutes ces contraintes violentes, l'évolution n'aurait pas façonné toute la beauté qu'il y a, tu vois. Parce que toutes les formes, par exemple l'hydrodynamisme d'un thon qui est magnifique, effilé et tout, c'est uniquement pour qu'il puisse capturer ses proies dans un univers hostile et échapper à ses prédateurs. Les couleurs des poissons des récifs coralliens, ça a des fonctions aussi à cause des contraintes. Et finalement, c'est peut-être la violence et les contraintes qui forment la beauté dans la nature comme ça. Après, oui, au niveau sonore, il y a toute une beauté aussi assez étrange, hein, parce que ça fait des bruits quand même bizarres, mais le monde sous-marin n'est pas un monde du silence. Hein. Tous les poissons, les créatures aquatiques communiquent beaucoup par le son. Tout simplement, c'est de la physique, hein, parce que le son se propage beaucoup mieux que la lumière dans l'eau. La lumière, elle est très vite atténuée. Au bout de quelques mètres, il n'y a déjà plus la plupart des couleurs. Tandis que le son, sur des kilomètres, le son va se propager dans l'eau, beaucoup mieux que dans l'air. Du coup, les poissons et les mammifères marins, tout ça, ont besoin beaucoup plus du son que de la lumière. Enfin, ils l'utilisent beaucoup plus. C'est un monde de son. Et pour les odeurs, alors? Les odeurs aussi. Alors, on en a aussi dans l'air, hein, des odeurs. Mais oui, les odeurs servent beaucoup à communiquer entre les animaux. Hein. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est un truc qu'on ne visualise pas bien. Mais les phéromones, la communication chimique, c'est quelque chose de très important dans la nature. Et en particulier dans l'eau, mais aussi dans l'air. Il y a une histoire justement en parlant d'odeur au sujet des harengs. Si vous pouvez nous en parler, très, très drôle. Qui ont failli causer une guerre entre la Russie et la Suède. C'est l'histoire de guerre et paix, et de paix. en quelque sorte, parce que c'est des bruits qu'on entendait par les sonars sous-marins en Suède pendant la guerre froide, dans la Baltique. Et donc, ils avaient très peur parce qu'ils redoutaient une invasion des Soviétiques, les Suédois. Et ils entendaient ces bruits et ils étaient convaincus que c'était le sonar très perfectionné d'un sous-marin, comme en plus, quand ils allaient sur les lieux, ils ne voyaient rien. Ils pensaient que c'était un sous-marin super furtif qui allait les attaquer. Et ça a fait des tensions diplomatiques entre la Suède et la Russie pendant une vingtaine d'années.
jusqu'à ce qu'ils confient le dossier qui était secret défense à des biologistes au lieu des militaires, qui ont tout de suite identifié que c'était en fait des harengs qui pétaient. Et bon, quand le hareng pète, ça fait un bruit, et a priori, ça leur sert à communiquer entre eux. Alors, est-ce qu'il y a des odeurs? C'est une bonne question, et je ne saurais pas répondre si le pet de hareng est odorant. Bah, je pense que oui, ça doit avoir une odeur. Vu que quand on mange le hareng après, mais je pense que ouais, ça. Je ne sais pas quelle est l'odeur du pet de hareng, mais par contre, ça fait un bruit très caractéristique et qui ressemble un peu au cliquetis d'un sonar. En fait, ils font ce bruit, a priori, la nuit, pour se regrouper la nuit. Petite question un peu, culture générale. Est-ce que c'est vrai qu'un poisson a une mémoire de 3 secondes? Non, c'est pas vrai. Non, c'est difficile d'évaluer la mémoire parce que ça veut dire plein de choses à la fois, la mémoire. Mais non, il n'y a pas 3 secondes de mémoire. Ils peuvent se souvenir et apprendre des choses sur plusieurs mois, voire plusieurs années, selon les espèces. Et bon, ce n'est pas des animaux forcément très intelligents comparativement aux mammifères, par exemple, et aux primates. Mais pareil, l'intelligence, c'est très dur à évaluer. Et il y a des instincts, des facultés aussi qui sont inégalées qu'ont les poissons et qu'ont pas les mammifères, des sens entiers. Donc c'est difficile de comparer, mais en tout cas, il n'y a pas 3 secondes de mémoire. Je disais donc que dans ce livre, tu nous parles de légendes ancestrales. Est-ce que tu pourrais nous en raconter une, nous faire rêver avec ta préférée? Alors, je vais en choisir une spécialement pour ce soir sur un poisson qui est voisin du poisson sabre. Parce que comme, voilà, spécialement. Donc, le poisson sabre, on en voit parfois en supermarché ou en poissonnerie, mais sous forme de tronçon. Donc, on ne voit pas l'animal en entier. C'est un animal magnifique qui est très très long, comme une lame un peu de sabre, mais en beaucoup plus long. C'est presque un peu comme un ruban et c'est argenté. C'est très très beau. Et en fait, du coup, c'est très fin. Hein, c'est un peu comme un serpent. Donc, un sabre qui va faire 2 mètres, il pèse à peine 2 ou 3 kilos. C'est vraiment très très fin. Et il existe un autre poisson qui ressemble énormément au sabre dans la mer, qui est un poisson voisin du sabre, et qui vit un peu plus profond, qui s'appelle le régalec, et qui lui est encore plus grand. C'est-à-dire, il ne va pas faire 2 mètres, lui, il va faire 11 mètres. Et ce poisson-là, il a créé la légende du serpent de mer. Donc les marins, pendant très longtemps, voyaient des régalecs et pensaient que c'était ça le serpent de mer. Et c'est ça qui a généré toutes les légendes autour des serpents de mer pendant des siècles. Et il y a une légende au Japon qui dit que quand ce serpent de mer il s'échoue sur une plage, ça va causer un tremblement de terre. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment d'études statistiques poussées pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais il y a plein de pays qui, indépendamment, ont lancé cette légende-là. Et donc, on ne sait pas si c'est que peut-être, comme il vit très profond, il se prend des ondes sismiques ou peut-être même des gaz dissous qui le tuent, ou en tout cas qui l'abîment et qui le poussent à s'échouer avant le tremblement de terre, ou si c'est un hasard, une croyance, parce qu'il y a beaucoup de légendes qui ne sont pas forcément fondées. Moi, tout ce que je sais, ce poisson, je ne l'ai jamais vu parce que c'est très rare. Mais il y en a un peu en Méditerranée. Et un jour, il y a un ami, on était en Méditerranée à la pêche, et un ami me montre une photo du régalec. Il me dit, tiens, t'as vu, j'ai un collègue qui a vu un régalec aujourd'hui, il me montre la vidéo. Et on commence à blaguer, je lui dis, il va y avoir un tremblement de terre, fais gaffe. Moi, de toute façon, je dors sur le bateau cette nuit, je m'en fiche, je serai le seul survivant. Et bon, je dors sur le bateau la nuit, et le lendemain matin, il vient me voir et il me dit, t'avais raison, il y a eu un tremblement de terre. Et la nuit même, il y a eu un tremblement de terre dont l'épicentre était exactement à l'endroit où le régalec s'était échoué, à quelques kilomètres de là. Et bon, les régalecs et les tremblements de terre sont 2 choses très très rares dans la région de Nice. Enfin, il y en a plus qu'à Paris, mais surtout pour les régalecs, mais pas souvent. Et c'est quand même étonnant que les 2 aient coïncidé. C'était pas un gros tremblement de terre. Hein. Personne n'avait senti, c'est aux infos qu'ils l'ont vu après. Mais quand même, c'est amusant. Voilà. Mais, donc ça, personne ne sait vraiment si c'est une légende ou pas. Alors, j'aimerais continuer sur les légendes et poser une question importante. Alors, je vais prendre un certain temps pour la poser, mais ça va me permettre aussi de lire quelques extraits du livre. Ça tombe bien que tu parles de serpents de mer, parce que précisément, le chapitre que j'ai préféré s'intitule « Serpents de mer ». Voilà, je le retrouve. Donc, c'est de ce chapitre dont je vais lire quelques extraits.
Tu connais certainement Sylvain Tesson qui est un écrivain mais qui est aussi un explorateur. Assez récemment, en bateau, il a sillonné les traces d'Ulysse, de l'Odyssée d'Ulysse. Et ça a donné lieu à un documentaire sur Arte justement qui s'appelle « Dans le sillage d'Ulysse ». Et il dit quelque chose qui m'a marqué à un moment. Il dit que les Grecs, en fait, vivaient dans un monde poétique, dans un monde qu'ils pouvaient expliquer grâce à leur mythologie, un monde fait d'histoire, comme on en parlait, et les phénomènes naturels pouvaient être expliqués à travers ces mythes. Donc par exemple, une tempête correspond à la colère de Poséidon, etc. Et la foudre à la colère de Zeus, voilà. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai retrouvé cette idée-là exactement dans ton livre, dans ce chapitre. Et donc tu dis que en fait, depuis la préhistoire, alors c'est pas l'Antiquité grecque, mais depuis la préhistoire, en fait, on a perdu ces histoires. Et c'est exactement ce que disait dans l'émission Sylvain Tesson, c'est que le monde est devenu peut-être plus scientifique, mais moins poétique. Et c'est ce que tu dis, que sont devenus les serpents de mer qui, au dire des navigateurs d'autrefois, abondaient au point de causer des naufrages. Qui d'entre nous a, au cours des 2 derniers siècles, encore entendu des sirènes? Où sont passés les tritons, les krakens? Sans même avoir eu besoin d'exister, ces animaux sont-ils eux aussi en train de disparaître? J'aurais aimé connaître les mers de la préhistoire, car en plus d'être peuplées de nombreux poissons, elles étaient aussi peuplées d'histoires. Et tu dis, pour expliquer le monde et mieux l'imaginer, on croyait à toutes les légendes. La moindre étendue d'eau était remplie de mythes et d'imagination. Mais un jour, vers 3400 avant notre ère, l'homme inventa l'écriture. Les savants apparurent, ils voulurent noter ce qu'ils savaient des créatures de la mer, dans une volonté de les comprendre. On leur doit des témoignages inestimables sur ces êtres du temps jadis, mais aussi la disparition de nombre de ces créatures qu'ils jugèrent trop fantaisistes. Ils décrétèrent qu'elles n'existaient pas. Et puis donc, par la suite, tu expliques que ça a été un processus en fait assez lent. Il en restait au Moyen-Âge, comme tu le dis, le bestiaire des Moyen-Âge était toujours peuplé de monstres marins, mais leurs baleines ne s'étendaient plus à perte de vue. Et puis, donc la raison l'emporte de plus en plus, on perdit la naïveté de croire, il fallait désormais démontrer, et j'ai l'impression que tu mets une sorte de frontière au XVIIIe siècle, au moment où la taxonomie apparaît, comme tu le dis, avec des personnages comme Linné qui classifient des milliers d'espèces, et donc les monstres marins disparurent alors en masse. Ce fut un vrai massacre d'êtres imaginaires. Et puis un dernier petit passage pour le plaisir. Où peut-on encore rêver quand les monstres ont été chassés de l'imaginaire et que les profondeurs de la mer se dévoilent à nous dans des vidéos en couleur haute définition? Comment peut-on encore se créer des histoires? Pourtant, nous avons un besoin profond de croire et de rêver. Alors j'en viens à ma question que tu poses toi-même. Comment on fait aujourd'hui pour redonner de la poésie au monde sous-marin? C'est très chouette que tu abordes cette partie-là parce qu'en général, quand on m'a posé des questions sur le livre dans les médias ou autres, on ne m'a jamais posé de questions. Je t'attaque pas, on s'entend bien. On n'a jamais attaqué ce sujet-là. Et c'est bien dommage parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense que c'est important pour beaucoup de points. Alors déjà, oui, effectivement, la plupart des créatures légendaires ont disparu grâce ou à cause de la science. On a arrêté d'y croire. Et du coup, effectivement, je suis convaincu que le monde a perdu en poésie à cause de ça, comme un enfant qui arrête de croire au Père Noël. Mais en même temps, il y en a aussi qu'on a retrouvé. Justement, le serpent de mer, le régalèque dont je vous parlais. En fait, le serpent de mer, au Moyen-Âge, tout le monde était convaincu qu'il y avait des serpents de mer. Puis après, les scientifiques ont dit c'est des conneries et ça n'existe pas. Et en fait, on l'a redécouvert par la suite, le serpent de mer. Et la science, par des explorations diverses, a redécouvert le régalèque et s'est aperçu que c'était ça le serpent de mer. Donc quelque part, la nature nous a prouvé qu'une des légendes, elle n'était pas si fausse que ça. Et c'est arrivé pour plusieurs espèces, ça. D'autant plus qu'il y a des serpents de mer sous forme de régalèque, mais il y a aussi des vrais serpents qui vivent dans la mer, que pareil, l'Occident a redécouvert que beaucoup plus tard, sérieusement, et qui sont très impressionnants. C'est parmi les serpents les plus venimeux du monde, et ils passent toute leur vie en mer.
Donc ils s'accouplent en mer, ils font leurs petits en mer, ils accouchent de leurs petits en mer et ils passent toute leur vie parmi les sargasses en surface dans la mer. Donc oui, il y a des légendes qu'on retrouve comme ça. Comment faire pour continuer à rêver ? Je dirais que c'est avant tout en maintenant un lien avec cette nature, en écoutant les histoires. Parce que quelque part, nos histoires d'aujourd'hui, que ce soit de la science, des documentaires, des images, des rumeurs, même des fake news ou les debunkings des fake news aussi, parce que sur les créatures marines qui s'échouent, il y en a tout le temps. Toutes ces histoires-là, c'est notre imaginaire d'aujourd'hui. Et finalement, ce qu'on sait aujourd'hui, auquel on croit dur comme fer de scientifique, aussi bien dans 200 ans, ou même dans 5 ans, si ça se trouve, on nous dira que c'était n'importe quoi, de même qu'à une époque, ils croyaient en des baleines qui faisaient plusieurs kilomètres de long. Bon, alors aujourd'hui, bien sûr, on les a vues, les baleines, on les a mesurées, mais il y a plein d'autres trucs dans la biologie auxquels on croit qui seront peut-être faux ou qui resteront vrais longtemps. Et je pense que c'est ça qui peut nous faire rêver, c'est de continuer à écouter les histoires, à regarder les histoires. Justement, en parlant d'histoire, ce livre-là, c'est une série d'histoires, évidemment, du monde sous-marin, mais c'est aussi des histoires du rapport que les êtres humains ont avec ce monde-là, avec les poissons, les crustacés. Donc il y en a beaucoup et que vous racontez avec beaucoup d'humour. Deux qui m'ont particulièrement fait rire sont les deux histoires sur les perles et aussi, vous parliez de mythes et puis d'imaginaire, celle sur le bulot qui a résolu tout un problème vieux de 2000 ans pour le peuple juif. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce fameux problème ? De l'histoire des bulots ? Ouais. En fait, c'est dans l'Ancien Testament, du coup, dans la Bible, qu'il y a une histoire de couleur. Ça parle d'une couleur, à un moment, que les Hébreux devaient porter sur leurs habits rituels. Les talit, là, les habits, souvent on voit les franges qui dépassent sur les habits des Juifs pratiquants. Mais du coup, ces habits, ils ont aussi des bandes, des rayures, et elles sont d'une certaine couleur. Et les Hébreux devaient avoir cette couleur-là, c'est marqué dans la Bible, ça fait partie des règles de la religion. Et en fait, le problème, c'est que cette couleur, elle était produite à partir d'un animal qui n'est pas vraiment trop décrit dans la Bible et qui est décrit avec des termes un peu mystérieux. Ils disent un coup qu'il est bleu, un coup qu'il est vert, c'est pas très clair. Et du coup, par contre, elle était produite régulièrement et toute une industrie dans l'Antiquité avec cet animal. Le souci, c'est que dans l'Antiquité, il y avait aussi la pourpre, dont on entend souvent parler, qui était la couleur des empereurs romains, et qui est extraite d'un coquillage qui s'appelle le murex. Et ça, c'était super cher, parce que c'est une couleur, il faut plein de coquillages pour arriver à produire très peu de cette couleur. Donc c'était l'objet d'un très vaste marché, et les empereurs romains ont voulu s'approprier ce marché de la pourpre, et donc en faire un privilège impérial et interdire à quiconque de produire de la pourpre. Et en faisant ça, en fait, ils ont interdit à quiconque de produire toute couleur à partir d'un animal qui vient de la mer, parce que tant qu'à faire légalement, c'était plus simple, et puis il n'y avait pas de problème. Et du coup, les Hébreux se sont retrouvés dans l'illégalité. Ils ne pouvaient plus produire leur coquillage, parce qu'ils faisaient partie de l'Empire romain. Et donc, au début, ils ont essayé d'en faire un peu clandestinement, et puis peu à peu, ils ont arrêté parce que c'était trop compliqué. Et le secret s'est perdu au fil des millénaires. Et à partir du Moyen-Âge, ils ont essayé un peu partout dans le monde de retrouver cette couleur, parce que ça faisait partie de la Bible et ils ne savaient plus comment faire. Et donc, ça a été tout un débat parmi les rabbins pendant des millénaires, pour essayer de retrouver quel animal produisait ça, parce qu'il n'était pas bien décrit et c'était bizarre, un animal qui avait plusieurs couleurs. Et donc, ça a été toute une affaire archéologique et scientifique et religieuse en même temps pour essayer de retrouver ça. Les plus grands chimistes du 19e siècle ont essayé de faire toutes sortes de procédés avec des seiches, avec des escargots de mer, avec plein d'animaux pour retrouver la couleur. Et elle a été retrouvée que dans les années 80. En fait, grâce à des fouilles archéologiques principalement qui ont trouvé des vastes amas de coquillages d'une sorte de bulot, un cousin du murex d'ailleurs de la pourpre des Romains, dans des endroits au Liban et tout, et ils se sont dit c'est peut-être ça, alors ils ont analysé l'animal, et en fait il fait une couleur qui n'est pas la même selon le temps qu'on l'a exposé au reflet du soleil.
Et c'est pour ça que dans la Bible, il disait tantôt que c'était vert, tantôt que c'était noir, tantôt que c'était bleu. Et grâce à ça, ils ont recréé la couleur. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le peuple juif, en attendant, s'était un peu scindé en deux catégories, entre guillemets, les séfarades, plutôt du côté Afrique du Nord, et les ashkénazes, plutôt en Europe de l'Est. Et chacun avait pris une des deux interprétations de la couleur. Les uns se sont dit c'est noir, les autres se sont dit c'est bleu, comme c'était marqué les deux, ben voilà. Et du coup, encore aujourd'hui, dans leurs talit, leurs habits, ben, ils ont des rayures de différentes couleurs selon la communauté. Même si traditionnellement, maintenant en Israël, ils le refont avec le coquillage d'origine. Mais c'est assez rare. Voilà, donc c'est une histoire amusante qui mélange de la religion, des légendes et puis de l'histoire. Et encore une fois, oui, de l'histoire naturelle, c'est-à-dire du lien entre nous et des animaux marins. Enfin, ou des animaux en général, de la nature. Alors effectivement, avec cette question, tu as inauguré la partie, disons, consacrée aux relations entre les humains et l'océan. Et alors j'aimerais, de façon peut-être assez générale, te demander qu'est-ce que l'océan peut nous apporter, nous apprendre sur notre propre vie en société. Et je pense un peu, de façon sous-jacente, à la sexualité des poissons. Tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu, parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Ah, voilà. mais je ne suis pas sûr qu'il faille s'en inspirer de ça. Hein. En tout cas, apparemment, sur les droits LGBT notamment, ils sont assez avancés, ils sont assez en pointe. Alors, la sexualité et la reproduction des poissons, c'est hyper vaste parce que, déjà, en fait, on dit les poissons, mais c'est plein de classes d'animaux différentes qu'on appelle les poissons. Donc, en fait, c'est comme si on mélangeait les oiseaux, les reptiles, et voilà. Donc, en fait, du coup, il y a énormément de choses très différentes entre des animaux qui sont vivipares comme nous, d'autres qui sont ovipares, qui pondent des œufs, d'autres qui sont ovovivipares, donc qui pondent des œufs, mais à l'intérieur de leur ventre. Il y en a même qui pondent les œufs à l'intérieur du ventre du mâle, l'hippocampe par exemple. Donc la femelle va pondre ses œufs dans le ventre du mâle, et le mâle va incuber les œufs. Donc ça, typiquement, on peut dire que c'est assez féministe. C'est quand même le mâle qui se tape la grossesse. Alors on pourrait se dire que c'est féministe, sauf que le mâle hippocampe, il n'est pas forcément si cool que ça, parce que certes, il va garder les œufs, mais assez proche de son estomac, au niveau de l'anatomie de la bestiole. Et du coup, si la femelle lui plaisait, qu'elle avait les bons gènes, qu'elle était assez de la bonne taille et tout, en bonne santé, il va incuber les œufs jusqu'au bout, et puis très bien. Et c'est très mignon d'ailleurs quand ça sort, ça fait comme un petit feu d'artifice de bébé hippocampe. Allez voir sur YouTube. Mais si la femelle lui plaisait pas, là par contre, qu'est-ce qu'il va faire pour que la grossesse dure le moins longtemps possible? Il va quand même s'occuper des œufs, hein, mais comme c'est proche de l'estomac, discrètement, il va en consommer une partie. Comme ça, il économise de l'énergie. Il mène à terme moins de petits, mais c'est pas grave parce que la femelle, elle n'avait pas les bons gènes. Et puis, il est plus vite prêt pour retrouver une femelle qui lui plaît plus. Donc, c'est pas un super exemple non plus. Voilà, il y a des compromis comme ça. Bon, mais alors sur la transsexualité. En fait, le genre chez les poissons n'est pas du tout déterminé par les gènes, comme chez les mammifères, mais par c'est épigénétique, c'est-à-dire que c'est l'expression des gènes. Chaque poisson a en lui les chromosomes pour être à la fois un mâle ou une femelle. S'il veut changer de genre, il n'a pas besoin de faire des opérations ou autre. Il a en lui, ça dépend des espèces en fait, c'est pareil, c'est assez vaste, mais il y a beaucoup d'espèces qui sont hermaphrodites, donc qui sont à la fois mâles et femelles, qui vont naître l'un et devenir l'autre ensuite. Alors certaines naissent d'abord mâles et ensuite deviennent femelles, comme les dorades par exemple. Alors ça, l'avantage, c'est que la femelle, elle est plus grosse, donc pour porter les œufs, c'est plus pratique. Et d'autres, c'est l'inverse, et ils sont d'abord femelles, ensuite ils deviennent mâles. Comme tout ce qui est les labres, les vieilles, les girelles, cette catégorie-là de poissons. Pourquoi ils changent de sexe alors en cours de route? Alors eux, l'avantage, ça va être, en fait, il faut un mâle, un même mâle peut féconder plein de femelles, donc c'est aussi avantageux. C'est des stratégies différentes. Selon le mode de vie de l'animal, ça peut avoir des avantages d'évolution différents. Et il y en a qui vont se déguiser chez les labres, les girelles, justement. Donc comme elles naissent d'abord femelles, puis après elles deviennent mâles. Bon, une fois qu'elles sont mâles, les mâles, ils sont très territoriaux, ils se battent pour avoir des harems de femelles. Et du coup, ils aiment la castagne. Parfois, une girelle femelle, au moment de devenir mâle, au lieu de prendre les couleurs d'un mâle,
elle va garder les couleurs d'une femelle. Comme ça, les autres mâles ne l'embêtent pas. Et puis elle peut discrètement aller se rapprocher des femelles et puis se reproduire avec elles sans que le mâle dominant ne voit la supercherie. Donc il y a des tas de stratégies comme ça. En tout cas, je ne regarderai plus Le Monde de Nemo de la même manière. Alors, le monde de Nemo, c'est encore pire. Parce que chez les poissons clowns, ils sont aussi hermaphrodites. Alors, eux, pareil, ils sont d'abord mâles et ensuite femelles. Donc, quand ils naissent, ils sont tous mâles. Et puis, il n'y a qu'une femelle dominante dans l'anémone de mer, son mari. Et les petits qui naissent, ils sont mâles et ils restent immatures tant que rien ne se passe. Et si la femelle s'en va ou se fait bouffer par un barracuda, comme dans le monde de Nemo, ou s'en va voir ailleurs, hein, parce que souvent elles sont assez infidèles, les femelles, chez les poissons clowns. Donc si la femelle s'en va, le mâle qui était son mari, il se transforme en femelle. Et le plus costaud des jeunes mâles immatures se transforme en son mari. Donc dans le monde de Nemo, tu vois qu'au début, du coup, le père aurait dû se transformer en femelle et Nemo aurait dû devenir son mari. Donc ça aurait été un peu différent. C'était peut-être pas du goût de Pixar ou Disney, mais Cronenberg, peut-être. L'histoire aurait été un peu plus amusante aussi. Il a fait la mouche, on va peut-être faire le poisson. Voilà. Alors si on peut peut-être ne pas s'inspirer de la sexualité des poissons, on peut peut-être s'inspirer des poulpes pour nos villes. Alors les poulpes, oui, ils construisent des villes. Bon, ils les construisent en coquillage. Alors je ne sais pas si c'est terrible. C'est les restes de leur repas. Alors nous, on pourrait peut-être construire nos villes en boîte à kebab, mais à mon avis, ce serait moins intéressant que des coquillages. Non, mais quelque part, c'est intéressant de voir le côté recyclage que fait le poulpe. Et rien ne se perd dans les écosystèmes aquatiques, enfin dans les écosystèmes en général, au niveau énergie, tout est tellement complexe et intriqué que rien ne se perd. Et ça pour le coup, c'est inspirant. Je rigole là avec la sexualité des poissons et les villes des poulpes, mais en vrai, évidemment que la nature peut nous inspirer sur beaucoup de choses, que ce soit techniquement pour les ingénieurs. On ne fait que s'inspirer de la nature. Toutes nos inventions en général, ça part d'imitation de la nature, mais en plus. Hop, arrêt sur image, juste pour dire que le mois prochain, c'est vraiment le moment. Ah ça tombe bien. Tu le connais bien, on va recevoir Serge Berthier qui va nous présenter son livre L'éveil du morpho. C'est un livre sur la bio-inspiration. Donc voilà. Donc soit vous venez le mois prochain, soit vous regardez la vidéo suivante. Voilà. Mais oui, la bio-inspiration, il y a plein de choses dont on s'inspire. Par exemple, la première pile électrique, ça imite la rétorpille, qui est un poisson électrique. Volta avait disséqué la bestiole, il avait vu que ça faisait des empilements et c'est comme ça qu'il a eu l'idée. Ouais. Et il faudra qu'on en reparle puisqu'il y a une controverse entre Galvani et Volta. Oui, ça c'est toute une histoire, mais ça c'est ton domaine. Ce sera pour un autre moment. Pour continuer sur nos relations avec l'océan, mais alors là on a bien rigolé, maintenant on va plomber l'ambiance. On va parler de la préservation des océans. Quelle est selon toi l'espèce aujourd'hui la plus menacée ? Je pense qu'on ne la connaît pas, l'espèce la plus menacée. En fait, il y a tellement d'espèces menacées qu'il y en a plein qu'on n'a sans doute même pas encore décrites et qui disparaissent sans qu'on s'en rende compte parce que des espèces inféodées à des milieux très très restreints, notamment, c'est pas dans l'océan, mais beaucoup en Amérique du Sud, dès qu'ils construisent un barrage, ça fait disparaître des dizaines et des dizaines d'espèces. Alors celles qui ont la chance d'être élevées dans des aquariums par ailleurs, ils les sauvent comme ça, mais il y en a plein qui disparaissent sans qu'on le sache. Mais si on doit en dire une emblématique, c'est la vaquita, c'est le plus petit mammifère marin du monde. C'est une sorte de dauphin, de marsouin, qui est à peu près gros comme ça, ça fait à peine 1 mètre. Et c'est comme un panda, ça, les couleurs d'un panda, c'est très mignon, ça, c'est noir et blanc avec des grosses taches noires sur les yeux. Et en fait, elle disparaît parce que dans la zone du golfe du Mexique où elles vivent, il y a aussi un poisson, qui est lui aussi d'ailleurs très menacé, dont les Chinois se servent pour faire une soupe vaguement aphrodisiaque. Enfin, de toute façon, la plupart des animaux menacés, les Chinois les trouvent aphrodisiaques ou font de la soupe avec, ou les deux. C'est un véritable fléau. Et du coup, cet animal en Chine, sa vessie natatoire, donc l'organe qui lui sert à faire la flottabilité, est utilisé pour faire de la soupe. Et donc il est surpêché, c'est un trafic, ça vaut plus que l'or, l'organe en question, au poids. Et donc les cartels mexicains ont lancé un trafic de cette bestiole. Et du coup, en fait, ils le pêchent avec des filets.
et dans ces filets se prennent les vaquitas, les marsouins. Et il en resterait plus qu'une douzaine aujourd'hui. Il y a des associations qui les comptent. Et encore, il y a une dizaine d'années, il y en avait quelques centaines. Et là, au jour d'aujourd'hui, on pense qu'il y en a probablement moins de 10, peut-être 12 grand max. D'accord. Mais elle a quand même une chance de survivre. Si on arrive à protéger ces 12-là, elles peuvent se reproduire. Alors justement, ça me fait penser à une question un peu technique, mais j'aimerais bien avoir ton explication. Tu dis, page 158, selon les dernières estimations, il y aurait dans la mer 2,2 millions d'espèces, sans compter les milliards d'espèces de bactéries. L'homme en a répertorié moins de 10%. Comment on fait pour avoir une telle estimation? Il y a plusieurs méthodes, mais une méthode assez simple, c'est de voir le taux auquel on découvre les espèces et comment il évolue dans le temps. Et donc de se dire que logiquement, si on en découvre 2 fois plus qu'il y a 10 ans, voilà, on fait une courbe et on extrapole. Mais c'est une sorte de loi de Moore. Ouais, voilà. Mais après, il y a aussi, par le séquençage massif dans les océans, en fait, on prend de la soupe de plancton avec un filet très fin, et puis on séquence l'ADN pour essayer d'identifier les gènes, et on compte un peu les gènes qu'il y a là-dedans. Et ça permet d'avoir une idée de la biodiversité de manière très très brutale et assez efficace. Quels sont les dangers aujourd'hui qui pèsent sur le monde marin? Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est plein de choses, l'hyperexploitation? Ouais. Il y a beaucoup de choses en fait. Bon, il y a le réchauffement climatique évidemment parce que ça change toutes les aires de répartition des espèces, la distribution des courants, de l'oxygène dans l'océan, donc ça chamboule tout. Mais ça peut aussi bien favoriser une espèce qu'en faire diminuer une autre. Le problème, c'est que ça va tellement vite que l'évolution n'a pas vraiment le temps de se faire. Ça, c'est un des plus grands dangers. C'est dur de comparer est-ce qu'il y a un danger pire qu'un autre, mais il y a ça. Bon, évidemment, la pollution. On parle beaucoup du plastique, mais il y a toutes sortes de pollutions qui sont très dangereuses. Et la surpêche, la surexploitation, ça, c'est quand même celui sur lequel c'est le plus facile d'agir. Alors moi, je suis assez personnellement engagé là-dessus parce que c'est simplement en arrêtant de bouffer les espèces qui sont menacées qu'on pourrait très simplement régler ce problème. L'océan, ça nourrit, c'est la source principale de protéines de plus de la moitié de l'humanité, donc c'est quand même pas rien. En France, on ne le voit pas parce que c'est juste un produit de luxe, le poisson, qu'on consomme pour notre plaisir. Mais dans toute l'Afrique, c'est la principale source de protéines, dans une grande partie de l'Asie aussi. Et donc, en fait, pourtant, c'est bien les pays occidentaux qui sont les principaux consommateurs et qui surexploitent parce qu'on cherche des espèces prédatrices que, du coup, souvent on les élève. Alors pour les élever, il faut pêcher encore plus de petits poissons pour les nourrir. On bouscule toute la chaîne alimentaire comme ça. Et ça, c'est pourtant quelque chose sur lequel il serait assez simple d'agir par la consommation, en fait, en changeant les habitudes de consommation. J'aimerais qu'on parle un peu de toi, de ton engagement pour l'océan. Peut-être quel est ton principal combat aujourd'hui pour la préservation des océans? Je ne sais pas si je vais parler de combat. Parce que, enfin oui, il y a des combats, mais moi je pense que l'important, enfin personnellement, j'adopte plus une démarche positive, vivre les choses et du coup les protéger, mais pas parce qu'on est contre quelqu'un dans un combat, on est contre un adversaire. Il y a beaucoup d'associations qui sont comme ça et qui pour moi sont un peu quelque part dans la haine. Je critique pas forcément du tout leur travail, enfin ça dépend lesquelles. Certaines sont très idéologiques et j'aime pas trop ça, et d'autres font des choses formidables. Mais je vais pas dire que je suis dans un combat contre la surpêche par exemple, mais plutôt que je suis dans une construction pour la pêche responsable, pour les océans, pour la protection. Bon, évidemment, ça revient au même, c'est un peu jouer sur les mots, mais je pense que c'est important au niveau des démarches. Et donc, en ce moment, ce sur quoi je travaille le plus, c'est avec la Fédération de pêche en mer de Monaco pour la protection et la connaissance du thon rouge. Donc, on pourrait dire aussi contre la surexploitation du thon rouge, qui a été très menacé à un moment, et maintenant les stocks se reconstituent. Voilà, on met des balises pour essayer d'étudier leur migration, mieux comprendre les différents stocks de poissons, les différentes populations.
comment ils migrent. C'est des très grands migrateurs. Un thon, en fait, ça peut faire 200 bornes en une journée. Ça traverse l'Atlantique en un mois. C'est extrêmement rapide comme poisson, parce qu'en fait, il ne peut jamais s'arrêter de nager. S'il s'arrête de nager, il coule, il meurt. Donc il nage en permanence, donc ça fait des grandes migrations. Et du coup, certains pays gèrent très bien la population de thon, par exemple les États-Unis, pour des raisons historiques, parce que là-bas, ils ont failli faire disparaître tous leurs animaux terrestres au début du XXe siècle, et, en les chassant pour les bouffer. Et du coup, ils ont très vite mis les hauts là. Ils ont compris que ce n'était pas une bonne idée. Ils ont commencé à créer des parcs naturels et tout. Et pour les poissons, au moment où ils ont commencé à exploiter les poissons, ils ont compris, ils savaient déjà qu'il faut faire gaffe. Tandis qu'en Europe, et encore plus en Asie ou en Afrique, on n'a pas forcément cette histoire-là et on ne fait pas forcément autant attention. Et du coup, on aimerait bien que les États-Unis imposent un peu plus leurs lois au niveau du thon rouge, surtout que c'est les mêmes stocks. Les poissons, ils passent par Gibraltar en permanence. Et donc, un thon du Canada, aussi bien, il est né au large de la Libye ou des Baléares, quoi. Donc on essaye de mettre en évidence ces choses-là pour arriver à... Et Monaco aide beaucoup là-dedans, parce que Monaco, pareil, pour des raisons historiques, le prince de Monaco, il descend de toute une famille d'océanographes, enfin de princes océanographes qui allaient faire beaucoup d'expéditions là-dessus. Il y a le musée océanographique là-bas, et ils ont cette culture de défendre le milieu marin, et donc de favoriser la pêche responsable. Il n'y a qu'un seul pêcheur professionnel à Monaco. Après, c'est pas les mêmes enjeux que chez nous, évidemment, mais voilà. Donc de baser l'exploitation sur de la pêche sportive où le poisson est relâché, sur de la pêche artisanale où on n'empêche pas des milliards de tonnes. Et du coup, ils soutiennent dans ces démarches, ce qui n'est pas vraiment le cas de la France, où en gros, pour le gouvernement français, un bon poisson, c'est un poisson mort. Et mort pêché par les industriels les plus gros possibles, et si ça peut même être une multinationale étrangère, pour eux c'est encore mieux. Alors que pour l'économie, un bon poisson, c'est un poisson vivant qu'on peut aller voir en plongée, ou qu'on peut pêcher et relâcher, ou pêché par un pêcheur sportif qui va en faire profiter sa famille, qui va payer toutes sortes de tourisme avec, ou pêché par un pêcheur artisanal qui va pouvoir en vivre dignement, et pareil, faire vivre toute une chaîne locale de restaurants. C'est surtout pas un poisson pêché par un chalutier usine néerlandais pour l'envoyer au Japon. Mais le gouvernement n'a pas vraiment compris ça. Pour alterner les moments graves et les moments un peu plus joyeux, mais aussi pour continuer sur ton expérience personnelle, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu tes activités souterraines à Paris et même pas très loin d'ici? Ah là, c'est du local. Ah, c'est du local. On est dans le 11e. Oui, c'est un des spots dont je parle dans le livre. Alors je ne dis pas où c'est, parce que c'est plus sympa de garder le mystère, et puis pour pas non plus que tout le monde y aille, hein. Même si l'endroit c'est plus ce que c'était. Mais en fait, le canal Saint-Martin, qui se jette dans la Seine au niveau du port de l'Arsenal vers Bastille, à partir de République jusqu'à Bastille, il a une partie souterraine qui s'appelle le boulevard Richard Lenoir, qui est juste à côté d'ici. Et quand vous voyez le boulevard Richard Lenoir, il y a des espèces de squares avec comme des petits dômes en grillage. On peut voir à travers la partie souterraine du canal. Alors c'est très interdit au public, mais c'est un haut lieu de l'urbex. Tous les gens qui aiment bien les catacombes et tout, ils vont souvent là-bas. Et depuis encore plus longtemps que l'urbex, un lieu où on peut observer des poissons et pêcher dans Paris. On apprend qu'il y a une grande biodiversité. Il y a une immense biodiversité dans cet endroit-là. En plus, l'eau est très plate parce qu'il n'y a pas de vent, et souvent très claire. Et avec une lampe torche, on peut voir des tas d'espèces. Alors c'est magnifique, on voit les yeux qui brillent en plus. Et c'est une visite sous-marine quelque part et souterraine. Et donc j'allais souvent y pêcher, et même simplement parfois pour regarder avec une lampe depuis très longtemps. Au départ, c'était vraiment un coin un peu craignos. Il y avait des trafiquants de drogue, des skinheads un peu bizarres, parce que c'était dans le noir, il n'y avait pas de lumière. C'était quelque chose, il fallait escalader. Il y avait des barreaux, il y avait des portes en métal, et il y avait un des barreaux qu'on avait enlevé, puis on le remettait avec du scotch pour pas que les gens qui s'occupent de ça le voient, et tout le monde passait par là. Enfin, Maintenant, on peut simplement, avec une radio ou une carte d'identité, ouvrir la porte. Il y a des lumières, donc c'est plus ce que c'était. C'est beau avec les lumières, mais ça n'a plus la même ambiance. Il y a toujours du poisson, mais c'est plus la même ambiance, c'est un peu fini. Hein. Et puis on rencontre tout le temps des gens qui se baladent maintenant. Et donc on peut pêcher du bon poisson à Paris? On peut pêcher beaucoup de poissons à Paris, plein d'espèces. Alors des bons poissons,
Au jour d'aujourd'hui, la consommation est interdite, mais à cause d'un arrêté d'il y a plus de 20 ans maintenant, au moins 10 ans, et qui n'était pas basé sur des études scientifiques fiables. En vrai, le poisson à Paris, oui, est bon à manger. Et ça dépend des espèces, peut-être pas les très gros silures qui cumulent les métaux lourds et les anguilles, mais à part ça, le poisson est bon à manger. Et d'ailleurs, les trafiquants et braconniers ne se gênent pas pour vous vendre toutes les anguilles fumées des restos de sushi. Elles viennent soit de la Seine, soit du canal Saint-Denis ou Saint-Martin. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a tout un braconnage que seule la Fédé de pêche essaye d'empêcher avec ses maigres moyens, mais on y arrive. On en capture beaucoup des braconniers. Mais voilà, oui, il y a tout un braconnage de poissons de la Seine. En particulier, on peut pêcher des sardines. Alors, oui, une sorte de sardine géante qui remonte les rivières pour se reproduire, qui s'appelle les aloses. Et ça, elles ont fait leur grand retour alors qu'elles avaient disparu pendant une centaine d'années, avec l'amélioration de la qualité de l'eau et surtout le fait qu'on ait fait sauter un certain nombre de barrages ou équipés de passes pour qu'elles puissent passer, parce que ça, c'est un gros problème pour les rivières, les barrages. Et ben maintenant, elles arrivent à remonter jusque Paris. Et on peut les observer au mois de mai. Mai-juin. J'aimerais qu'on reparte à l'autre bout du monde pour que tu nous racontes une anecdote, toujours dans ton expérience personnelle, incroyable, ce face-à-face avec un requin. Et moi, je me demande toujours comment tu as fait pour ne pas fuir à toute palme, entre guillemets, face à un requin. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote ? C'était pas un requin anecdote dangereux. Il y a plein d'espèces de requins et la plupart ne sont pas dangereux en fait. Enfin, moi, si je vois un requin, je ne me pose pas la question. Voilà. Oui, parce qu'on a tous une grande peur des requins, voilà, avec Hollywood, avec tout ça. Mais en vrai, la majeure partie des requins, c'est des poissons comme les autres. Bon, ils ont des bonnes dents souvent. Potentiellement, ils peuvent vous mordre, mais un brochet aussi. Et tu pars pas en courant quand tu vois un brochet. Mais en nageant. En nageant, voilà. Mais du coup, en l'occurrence, c'était un requin bleu que j'avais vu en Nouvelle-Zélande. Et c'est assez rare. En fait, j'étais à la plage et c'est assez rare de les voir près de la plage. On en voit tout le temps au large, hein, des requins bleus, même en France, surtout en France d'ailleurs, l'été. C'est un poisson assez courant. Mais donc je savais que c'était pas dangereux, enfin c'est connu et quand tu sais c'est pas. Mais du coup celui-là il était en train de s'échouer sur la plage et il est venu s'échouer vraiment dans mes pieds, magnifique, c'est un animal très très beau, ça a des couleurs incroyables. Et donc je l'ai remis à l'eau, je l'ai traîné un peu pour qu'il se barre parce que ça a besoin d'une certaine hauteur d'eau. Je pense qu'en fait ils ont des récepteurs. Les requins, la plupart, si tu leur mets la main sous le nez, ils s'évanouissent. Bon, il ne faut pas forcément le faire parce que parfois ils peuvent avoir le temps de... C'est quand même un bon truc à savoir. Mais voilà, ça les met en une sorte d'immobilisation totale et ils peuvent plus, ils sont complètement dans les vapes. Et parce qu'ils ont des sens électriques et de courant d'eau, et la plupart des capteurs c'est sous leur nez. Et du coup, probablement que celui-là, il était arrivé dans très peu d'eau, ce qui leur arrive jamais en général parce qu'ils vivent très au large. Et il ne comprenait pas où il était et il était dans les vapes. Bon, donc je l'ai attrapé, je l'ai remis un peu plus loin. Et puis comme j'avais une petite caméra qui va dans l'eau, là, ben, j'ai filmé et puis j'ai mis ça sur YouTube pour montrer à des amis. Et 6 mois plus tard, je vois un article dans le Daily Mail Australia. C'est le pire journal, hein, c'est vraiment, c'est que des photos des Kardashians ou des trucs comme ça, et des fake news. En gros, c'est des fake news ou du people stupide ou des trucs comme ça, mais ils font des articles à l'appel. Et donc il y avait un article, un Néo-Zélandais sans peur attrape les requins à main nue. Alors je clique pour voir. Puis je vois ma vidéo, quoi. Et alors, ils n'avaient même pas pris la peine de traduire, parce que j'avais mis quand même un petit baratin sur YouTube, une petite vignette pour commenter, mais c'était en français. Et du coup, ils n'avaient même pas regardé ça. Ils se sont dit, ouais, on voit la queue d'un requin, la main du gars. On va dire qu'en Nouvelle-Zélande, ils attrapent les requins à main nue. Et donc tout un article, bah, comme toujours, pour insister sur la peur du requin. Alors qu'un requin bleu, vraiment, c'est un poisson comme les autres. Et ça a des dents, mais ça n'attaque jamais l'homme. Il n'y a jamais eu d'attaque. La seule attaque documentée, c'est en 1760 et quelques, enfin, ou en 1800. Mais du coup, ouais mais en fait, il n'y a aucune preuve que c'était un requin bleu, parce qu'à l'époque, ils savaient à peine ce que c'est qu'un requin. Donc, comment ils allaient déterminer l'espèce, tu vois. Ça peut te mordre si tu le mets sur le bateau et que tu l'embêtes, quoi. Mais sinon, il va jamais attaquer l'homme, ce poisson-là. Il mange que des petites proies.
Et, Donc tu as dit ça aux journalistes. Oui, je leur ai écrit ça. Et puis alors eux, ils avaient vu que sur un vague site web, il y avait cette attaque du 19e ou du 18e siècle. Donc ils ont dit non, c'est potentiellement dangereux. Donc ils ont rectifié l'histoire que c'était un Néo-Zélandais. Ils ont dû mettre que c'était un Français. Mais en gros, ils n'ont pas beaucoup changé leur article. Ce qui est un peu, voilà, ils jouent beaucoup là-dessus. D'ailleurs, il suffit de voir, dès qu'il y a un aileron l'été, dans les faits divers des journaux de stations balnéaires, toutes les plages, elles ferment dès qu'on voit 2 ailerons, alors qu'il n'y a aucun danger. Il y a quelques régions où il y a des attaques de requins, et c'est souvent très surveillé, c'est très improbable de se faire attaquer. Mais en métropole, il n'y a aucun danger. En fait, j'ai remarqué à plusieurs reprises dans le livre, tu dis que tu veux trouver ta place parmi le monde marin, mais aussi le monde animal de façon plus générale. C'est vraiment, là, c'est vraiment quelque chose de très métaphysique, très poétique. Et je voulais te demander si l'écriture de ce livre t'a aidé, en quelque sorte, à mieux comprendre, trouver ta place, comme tu le souhaitais, au cœur du vivant, disons. C'est une très belle question et qui répond un peu à la question, parce que je pourrais simplement te répondre oui, absolument. Et c'est tellement bien dit que voilà, je ne sais pas si c'est même la peine de développer, mais oui, c'est quelque chose d'assez récurrent dans le livre. Enfin, j'en parle en tout cas de cette idée de trouver sa place, parce que je pense encore plus à Paris, ou en tout cas dans nos modes de vie modernes, on est complètement déconnecté du monde vivant en général. On ne marche même pas sur de la terre. Ce qu'on mange, on l'a jamais vu sous forme vivante, et souvent ça perd son sens. Hein. Un sandwich au saumon, ça n'est plus un saumon qui parcourt les rivières et qu'on découpe et qu'on attrape. C'est une espèce de tranche. Souvent, on ne pense pas au saumon quand on le mange du tout. Et du coup, on perd notre place vraiment dans l'écosystème en règle générale. Et je pense que ça explique beaucoup des dérives qu'il y a d'élevage industriel, de pollution, de non-respect de la nature. Ce n'est pas du non-respect absolu. C'est pas qu'on veut détruire la nature ou quoi que ce soit. C'est de l'indifférence. Et en fait, avec cette indifférence, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Et pourtant, on le fait, ça a des conséquences. Mais ce n'est pas nous, on délègue ça à des pays du tiers-monde ou à des gens payés pour ça, pour se taper le sale boulot. Et en fait, je pense que regagner cette place, au moins le plus possible, en cuisinant, en allant pêcher, plonger, voir la nature, c'est super important. Et au moins par les histoires, c'est déjà un moyen un petit peu de gagner, de retrouver un peu cette place, cette connexion, en comprenant les histoires qui nous lient, l'histoire naturelle qui nous lie aux différentes espèces. Et je pense que rien que cette démarche d'histoire, c'est déjà une façon de retrouver la place. Et par l'écriture, ça a été une façon d'essayer en tout cas de faire que les lecteurs retrouvent un peu une place comme ça. Et j'ai eu énormément de messages très positifs sur ce livre. Et ça a été une belle leçon humaine aussi, parce qu'avant, j'aurais jamais eu l'idée d'écrire à quelqu'un parce que j'ai aimé un de ses bouquins. Et en fait, quand j'ai vu que des gens le faisaient, des inconnus complets qui m'écrivaient sur des réseaux sociaux ou autres pour m'en parler, ça m'a énormément touché, énormément ému, mais surtout ça m'a donné une leçon, parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé à faire. Et du coup, je me suis mis à le faire, et ça crée des connexions et parfois des belles rencontres, des belles histoires, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous avez des retours de jeunes ou d'enfants qui auraient lu votre livre? De gens de tous les âges. Les plus jeunes, c'est vers, on va dire, 11-12 ans. Ouais, j'ai pas eu de retour plus... Mais souvent, du coup, c'est les parents qui contactent, parce que vers 11-12 ans, ils n'ont pas forcément les réseaux sociaux. Mais beaucoup de parents qui les ont lus à leurs enfants aussi, ou qui ont lu des extraits. Et oui, effectivement, c'est des histoires qui passent bien auprès d'un jeune public. Alors, en fait, pareil, j'ai un peu triché, j'ai testé les histoires. Parce qu'au moment où j'écrivais le livre, j'étais guide, enfin je le suis toujours, mais en ce moment avec le Covid, on le fait moins, mais à l'aquarium de Paris, l'aquarium tropical. Et là, il y a un public très très vaste qui va vraiment de 0 à 90 et quelques années. Oui, souvent tu as des gamins dans des poussettes. C'est pas forcément le meilleur public, mais non, tu as tous les âges, tu as tous les milieux sociaux aussi. Et souvent dans le même groupe, tu as le plongeur bio spécialisé qui connaît le nom latin de chaque espèce mieux que n'importe qui, et tu as des gens qui n'ont jamais vu la mer. Et tu as tout le spectre entre les deux. Et donc il faut créer des histoires qui
à la fois vont pouvoir intéresser le spécialiste et qui vont parler aussi à tout le monde. Et ça, j'ai pu tester beaucoup d'histoires comme ça. Il y en a que j'ai gardées, il y en a que j'ai supprimées. Typiquement celle de la perle, je l'ai ajoutée parce que celle-là, elle marchait à tous les coups. Et pour tout le monde, ça intéressait tout le monde. Et j'ai essayé de mettre différents niveaux de lecture justement pour ça. Et donc pour les enfants, oui, je pense que c'est très important de transmettre aux enfants. Et j'aimerais, d'ici quelques mois ou années, travailler sur une adaptation pour les enfants. Bill François, merci beaucoup, c'était passionnant. Encore merci à vous. Je rappelle que votre livre « Éloquence de la sardine » est toujours en vente. Pour les personnes qui sont présentes ici, vous pouvez vous le procurer avec notre librairie partenaire Les Parages. Merci beaucoup.